bonjour docteur Longchamp, voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir parce que non seulement vous êtes un médecin énergéticien, mais en plus vous vous occupez depuis quelques années de l'eau. Et c'est étonnant qu'un médecin puisse s'occuper de l'eau. Quel est le rapport, ou du moins qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez vous intéresser à ce sujet? Bonsoir Anne, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc l'eau joue un rôle tout à fait primordial dans notre équilibre intérieur, non seulement parce que nous sommes constitués de 70% d'eau, mais aussi que notre cerveau fonctionne avec 85% d'eau et que l'ensemble des structures les plus importantes du cerveau sont aqueuses, c'est-à-dire les citernes, les ventricules et notre épiphyse qui est censé être notre organe de perception intérieure, spirituelle. C'est littéralement une structure nerveuse qui baigne dans le liquide. Et ce liquide est censé être un liquide extrêmement pur, qu'on appelle un liquide eau de roche, le liquide céphalorachidien, qui joue un rôle très très important dans notre vision de la réalité. Alors je vais jouer le rôle de la naïve, mais disons que l'eau à ce moment-là, l'eau sur Terre, quelle est sa qualité? Donc, parce que bon, on sait qu'elle est polluée, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc comment on peut faire, ou qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors je m'intéresse à l'eau tout particulièrement actuellement parce que je me suis aperçu que si on ne change pas l'eau, et pas seulement l'eau de notre corps, mais l'eau du monde extérieur, dans celle sur laquelle on s'appuie pour boire, pour se baigner, alors c'est très difficile de lutter contre les pathogénies, les pathologies associées à l'environnement. Dans cet environnement, on retrouve aussi bien de la chimie, de la physique, des micro-ondes, de la radioactivité et toutes sortes d'informations dans notre corps, sur lesquelles notre corps se bâtit, et notre conscience aussi. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il y a des pathologies dues à l'environnement, comme les pollutions électriques en ce moment, ou les personnes qui ne supportent plus d'être en contact avec des portables, avec des ordinateurs, ou avec... Est-ce que ça en fait partie? Alors, ça en fait partie. Tout le domaine de l'électrosensibilité qu'on décrit beaucoup en ce moment et qu'on décrit aussi, c'est-à-dire il y a des gens qui la nient, parce que le marché des micro-ondes, de la téléphonie et des antennes de téléinformation représente un tel budget qu'il est difficile de s'opposer à ce commerce-là. Mais malgré tout, ce qu'on sait déjà sur le plan scientifique, c'est que ces ondes rendent la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière qui protège le cerveau, perméable par rapport au sang, et que tous les polluants qui circulent par voie sanguine passent dans le cerveau. Donc dans le liquide céphalorachidien, donc dans l'eau sur laquelle s'appuie le système nerveux pour fonctionner. Donc dans la vision qu'on a de la réalité des pathologies éventuellement neurodégénératives qu'on observe, comme l'Alzheimer, le Parkinson, et un certain nombre de tumeurs cérébrales. Donc, ce qui veut dire que la qualité de notre eau influence sur notre santé. Ça me paraît évident, c'est difficile de pouvoir aller contre ça. Alors qu'on nous dit, bon, on nous donne des mesures qui sont tout à fait anodines, ou dans les mairies rassurantes, quoi, mais qui n'ont pas lieu d'être, ou qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on peut vivre. La tendance générale sur le plan de l'approche chimique de la pollution, c'est de remonter les normes acceptables pour rendre l'eau qu'on nous livre dans l'alimentation de tous les jours acceptable également. Par exemple, si on a des seuils de pollution exagérés dont on sait la toxicité, on va remonter les normes administratives pour ne pas avoir de mesures à prendre pour les problèmes de fond. Simplement, quand on ajoute les polluants chimiques les uns avec les autres, par exemple les nitrates, les métaux lourds, les pesticides, et qu'on ajoute la radioactivité éventuelle, et puis d'autres polluants électromagnétiques, on ne connaît absolument pas l'interférence et la potentialisation réciproque de ces différents polluants. Alors on pourrait dire que l'eau nous rend malade, en fait. Absolument. Oui. Donc aujourd'hui, vous, en plus, en tant que chercheur, vous avez trouvé, ou cherché avec une équipe, et trouvé un appareil qui pourrait redynamiser l'eau ou la rendre vivante. Alors, il y a deux étapes. Il y a deux étapes, c'est le constat de la pollution chimique et matérielle de l'eau. C'est pas parce qu'on a une eau qui est réputée potable que c'est une eau qui est bonne pour la santé. Il faut faire bien la distinction entre les deux. Elle est réputée potable selon des normes administratives. Mais si on prend les travaux scientifiques qui ont été faits, ne serait-ce que par Claude Vincent, qui est un chercheur, un physicien français, qui est plus connu en Allemagne qu'en France et dont les travaux ne sont absolument pas utilisés, on sait que la chimie de l'eau joue déjà un rôle très important.
Et les physiciens russes ont montré ces dernières années que c'est beaucoup plus profond que ça le problème. La physique de l'eau, on l'ignore totalement en France. Et la physique de l'eau, c'est la structure intime des molécules d'eau, comment elles s'agencent, et ce qui donne naissance au concept de la mémoire de l'eau. Et est-ce que les recherches d'Emoto ont pu aider, ou est-ce qu'il y a d'autres recherches ou d'autres chercheurs qui ont pu aider? Emoto est probablement le précurseur, puisqu'il a été probablement le premier à montrer l'interaction de la conscience avec la structure de l'eau, en visualisant les structures cristallines qui apparaissent quand on congèle l'eau d'une manière très rapide. Et il a montré également l'importance de la conscience et de l'intention dans la structuration des molécules d'eau. L'agencement de ces molécules d'eau, on appelle ça en physique des clusters. Ces clusters sont censés garder de l'information qui n'est pas physique, mais métaphysique, et qui implique que l'eau ait une conscience et qu'elle ait une mémoire, et qu'elle soit capable de garder ses empreintes pendant des temps très très longs. Et la difficulté pour l'instant, c'est d'aborder ce secteur-là, puisque le premier à l'avoir fait en France sous l'angle de la médecine et sous l'angle de la biologie, c'est Jacques Benveniste, et Jacques Benveniste a été décrié, vilipendé et a disparu prématurément. Mais les travaux qu'il a faits ont été repris par le professeur Luc Montagnier, qui a fait une déclaration en 2007 à Lugano, en Suisse, pour reprendre les travaux de Benveniste et les pousser plus loin et montrer que la physique de l'eau était à prendre en compte en premier lieu, ce que les physiciens russes ont fait depuis 50 ans. Oh, mais c'est tout à fait passionnant. Et alors, vous avez un appareil sur votre bureau, et j'aimerais donc savoir, est-ce que cet appareil, c'est un prototype, ça va servir, ça sert à quoi en fait? Alors, cet appareil, c'est un appareil dont Déjà, il est très esthétique. J'ai dessiné le profil. Il s'appuie sur une idée et un certain nombre de processus, donc que je ne détaillerai pas aujourd'hui, qui veut que dans la nature, l'eau se purifie en montant, en changeant de phase, que sa mémoire peut changer dans le moment où elle change de phase, par exemple de l'état solide à l'état liquide, puis de l'état liquide à l'état gazeux. L'eau est le seul corps qui existe sous ces trois états-là simultanément. Et quand elle passe d'une phase à une autre, elle peut changer sa structure interne et sa mémoire. Et elle change sa mémoire, c'est en montant. Donc quand elle monte vers la lumière, dans l'air, elle reprend des rayonnements particuliers, elle s'appuie sur la lumière et les champs magnétiques terrestres, et elle redescend par la pluie et la pluie d'orage pour retomber avec une charge différente et une capacité nutritive que les plantes et les animaux apprécient, puisqu'ils vont boire dans la moindre flaque d'eau dès qu'il y a un orage. Et que les plantes en ont déjà manifesté depuis toujours en fait la réceptivité. Et est-ce que ça veut dire que si on a cet appareil, par exemple, individuellement chez nous, quand il sera prêt, ça va nous donner une eau guérissante? Alors, dynamisante? Les tests que moi j'ai fait depuis 4 ans, m'amènent à nuancer ça. Il y a 2 étapes. Il y a s'occuper de la chimie de l'eau, c'est-à-dire de la pollution profonde, matérielle, et parce que tout le monde n'est pas placé devant le même besoin. La pollution n'est pas la même selon les régions. Et donc on a une première étape, c'est définir de quelle eau on parle au départ, parce qu'il y a des eaux qui n'ont pas besoin d'être épurées. Par exemple, à Mulhouse, ils ont tellement fait de travaux de protection sur les sources de captage qu'ils peuvent capter sans traiter, distribuer une eau qualité de source au robinet, sans avoir besoin de traiter. Il y a des régions de France où on capte l'eau des montagnes, elle n'est pas polluée, on n'a pas besoin de traiter chimiquement, elle peut être livrée comme ça. Et puis il y a des eaux qui sont dans des bassins, par exemple le bassin qui est tout autour du bassin parisien, dans lequel il y a des monocultures anciennes avec une chimie qui est très perturbante pour le sol et pour les nappes, ou en Bretagne, avec des élevages intensifs, ces eaux sont tellement chargées qu'elles deviennent littéralement porteuses de maladies et de morbidité permanente. Donc il faut là une filtration chimique. Et puis ensuite, une fois qu'on libère, c'est un peu comme on écrème le lait, une fois qu'on libère la pollution chimique, on libère aussi la mémoire de l'eau. Cette eau se met à vibrer et elle ramène tout ce qu'elle a rencontré sur son chemin. Et l'idée, c'est de pouvoir effacer cette pollution à laquelle s'ajoutent les micro-ondes, la téléphonie et tout ça, le 50 Hz. L'idée est de pouvoir effacer cette mémoire en faisant tourner l'eau très très vite et en l'inversant brutalement, en lui faisant faire un processus comme la nature le fait quand l'eau ruisselle sur les cailloux,
quand elle tourbillonne sur elle-même en mélangeant l'air et les éléments du milieu qu'elle rencontre. Et à ce moment-là, elle se structure d'une autre manière. Ce qui veut dire qu'on pourrait à ce moment-là absorber une eau qui va nous donner sa mémoire, mais une mémoire dépolluée de tous les adjuvants, de tout ce qui les résidus. Tout à fait. L'idée, c'est d'enlever les résidus, d'effacer la mémoire de l'eau et de la faire vibrer sur des processus qui sont des processus de fondement de la vie. Et cet appareil a été conçu sur un certain nombre de processus que je connais et que j'expérimente depuis des années et qui sont associés entre eux pour laisser sortir l'eau avec un message qui est un message rythmique, apaisant et trophique. Trophique, c'est-à-dire suscitant la vie et la santé. Donc pour avoir par exemple cet appareil, quand est-ce qu'on peut espérer Dans le printemps. Au printemps? Oui. Ouais, c'est formidable. Est-ce qu'il y aura un coût, un prix? Enfin, je veux dire, vous avez une idée du prix ou pas? L'idée du prix, c'est difficile à fixer pour l'instant. Parce que ce sera accessible, oui, ce pour sera un ménage, oui, pour une famille. Oui, ce sera accessible. Oui. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que cet appareil n'est pas périssable, il est fait que de cuivre et d'autres choses. Mais l'essentiel, c'est du cuivre. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de coût ultérieur et ce n'est pas périssable. C'est-à-dire qu'une fois, c'est pour la vie. Bien, merci beaucoup docteur Longchamp. Et puis, donc, dès que nous aurons des nouvelles, dès que l'appareil sera sorti, nous vous le ferons savoir. Merci à vous. Merci.